Cette semaine, on poursuit notre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston d'Urville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de séjour en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Robert et Marie-Jacqueline Charex. Bonjour Robert. Bonjour Ingrid, très heureux de vous rencontrer. C'est réciproque, merci beaucoup. Votre famille est installée sur l'île du Levant depuis 4 générations. Vos parents, puis vous-même avec votre femme, vos enfants et vos petits-enfants. Votre famille y a vécu et travaillé en tant que commerçant pour des services aussi variés qu'essentiels pour l'île. Votre père, pour commencer, sous l'impulsion de votre tante, comme transporteur terrestre de passagers et de marchandises sur l'île à partir de 1946. Puis votre famille à la tête de différents commerces, les épiceries du village et du port et la boulangerie notamment. Mais on va y revenir. Vous êtes né en 1939. On peut dire que vous êtes un enfant de l'île, Robert, puisque bien qu'originaire de Marseille où vous avez passé vos premières années, vous découvrez l'île très jeune, à l'âge de 6 ans, et allez y passer la plus grande partie de votre vie. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter comment votre famille découvre l'île du Levant et décide de s'y installer définitivement en 1947 ? Au départ, c'était la sœur de mon père, ma tante, qui était une sportive et qui aimait beaucoup la mer, qui était partie au Lavandou. Je ne me souviens plus si c'était pour son mariage ou comme ça pour visiter la côte. Et il avait passé quelques jours dans un hôtel. Et de la fenêtre de l'hôtel, elle a aperçu ces îles-là. Et elle s'est dit, oh là là, il faut aller faire un tour. Et donc, les voilà parties, elles prennent le bateau. Elle était aussi avec une amie de Marseille, toutes les deux. Et elles arrivent sur cette île, et évidemment, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre pour cette île. Et donc, elles achètent une maison. Il y avait 3 petites maisons. Une maintenant, elle s'appelle la Casa Doudou, et les 2 autres en dessus s'appelaient Chez nous. Et donc, ma tante vient sur cette île en villégiature, bien sûr, elle adorait la pêche. Elle avait une petite barque, un you-you qu'on appelait à l'époque. Du coup, c'est sa résidence secondaire. C'est sa résidence secondaire, c'est ça, hein. Oui, tu as tout à fait, parce qu'elle habitait à Marseille oui. aussi, elle était de Marseille, oui. Et entre-temps, il y a mes parents qui étaient donc, on habitait à Marseille, et mes parents, mon père était transporteur routier, ma mère était sans profession, et il s'avère que le transporteur terrestre sur l'île du Levant décide de vendre son affaire. Oui. Et ma tante et son amie proposent à mon père donc de devenir gérant de cette affaire de transport sur l'île. Et mes parents disent, plutôt que de végéter à Marseille, allons-y. C'était quand même un peu des aventuriers, mais enfin les voilà partis sur l'île du Levant. Et pendant, je pense que c'est pendant 2 ans, je crois 2 ou 3 ans, donc ils exploitent cette ligne de transport, mais il s'avère qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de monde, surtout l'hiver sur l'île. Il y avait des constructions, mais enfin, il n'y avait pas tellement de travaux qui permettaient de faire des transports de marchandises ou de matériaux importants. Et donc, mes parents se posent la question, est-ce qu'on va rester là ? Parce que finalement, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et ma tante, qui avait acquis un terrain près du port, dit, écoute, à ma mère, écoute Yvonne, si tu veux, on va créer une alimentation, et donc on va t'installer, tu seras la gérante, on va te faire un bail de 3 ans. Et banco, ma mère, qui était une travailleuse et une commerçante extraordinaire, donc la voilà partie avec moi, un peu là, j'étais très jeune, et également avec ma sœur.
Et du personnel après en été, parce qu'il y avait tellement de monde, parce qu'à l'époque, il y avait le camping de la plage des Grottes, il y avait une pinède, il y avait un monde fou, et il y avait le sentier qui part de l'Égade jusqu'à la pinède, qui était bordé de tentes pendant 3 mois de l'année. Et donc, ça marchait très, très bien. Donc, c'était un commerce florissant. Ah oui, florissant. Ah oui. On va juste faire un petit retour arrière sur votre installation, parce que tout semble avoir été extrêmement fluide, rapide entre ce moment où votre tante découvre l'île, elle y fait venir votre père avec sa femme. Où est-ce que vous logiez à ce moment-là, quand vous êtes arrivé, quand vos parents sont arrivés? Alors, quand mes parents sont arrivés, le premier logement, je pense que c'était à la Villa Marie-Jeanne. On était dans un petit studio. Hein, oui. Dans un petit studio. Et ensuite, on est allé loger à ce qui est actuellement l'hôtel Gaëtan. Oui. Mais ce n'était pas un hôtel, c'était un monsieur Bouchat là, qui louait à un saisonnier. Et donc, on habitait là. C'était quand même très exigu. Et avec ma sœur, on allait chez une propriétaire, mademoiselle Madeleine, et on couchait sous la tente. Et oui, parce que dans les cahiers du Levant, vous expliquez ces premières années sur l'île. Je pense que les conditions étaient plus que spartiates. Chauffage au bois, pas d'électricité, éclairage à la lampe acétylène, toilette au fond du jardin, eau de pluie stockée. Vous écrivez « L'été, j'allais faire ma toilette au port avec du savon moussant à l'eau de mer ». Donc, vraiment une certaine rusticité, des goûts et des plaisirs simples. C'était ça aussi, l'esprit originel du naturisme instauré par les frères d'Urville. Vous sentez que vous avez vécu ça vraiment de façon forte? Ah oui, quand même, oui, parce que, c'est-à-dire, on était un peu obligé finalement de s'adapter. Hein, en plus de ça, on n'avait pas de besoin. Hein. Le besoin, c'était la liberté. C'était de profiter de cette nature extraordinaire. Il y avait pas de classe sociale, il y avait rien. Là, c'était formidable. Votre famille et vous-même, vous avez côtoyé les frères d'Urville ou pas? Oui. Vous en gardez des souvenirs? Oui, des souvenirs. Oui, il m'a même soigné le dos. Plusieurs fois, je suis allé au Fort Napoléon parce après la guerre, ils avaient fait restaurer le Fort Napoléon, qui était leur résidence secondaire, et ils venaient passer l'été là avec Madame d'Urville, qui venait régulièrement au magasin. Mon épouse la connaît très bien, elle conversait avec elle était adorable. Et le docteur d'Urville a vu que j'avais des problèmes de dos, et sa femme aussi. Il dit, écoute, viens, on va voir ça. Je me souviens, il me faisait allonger sur un tapis et il me manipulait. Et il me dit, tu sais petit, il ne faut pas manger de viande. Hein. Et vous savez jusqu'à quand ils sont restés sur l'île, les frères d'Urville? Oui, environ entre 68 et 69. Oui, voilà. Vous êtes un bon repère puisque peut-être vous les serviez à l'épicerie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Robert, vous avez 6-7 ans, on l'a dit, quand vous arrivez sur cette île. Est-ce que vous pourriez nous dire comment c'était de grandir sur l'île du Levant dans les années 50? C'était un bonheur, hein. La liberté. C'était un bonheur, la liberté. Nous avions toute l'île. Les militaires n'avaient pas encore... ne s'étaient pas encore installés. Avec les copains, les copines, on parcourait tous les sentiers de l'île. On allait souvent presque au bout de l'île, sur la plage du Titan, pique-niquer toute la journée. Je plongeais, je faisais des nacres. On prenait des nacres. Je me souviens, ma sœur ramassait des petits coquillages avec lesquels elle faisait des petits colliers qu'on revendait l'été au magasin. J'allais mettre des collets à lapin au pénitencier. Là. C'était merveilleux à vous entendre. Ah oui, bien sûr. Il y avait beaucoup d'enfants à l'époque sur l'île? Oui, à l'école on était 17 quand même. Hein. Vous êtes allé à l'école sur l'île jusqu'à vos 10 ans à peu près? Plus que ça, non, oh là là, j'avais 13 ou 14 ans. Hein. Après, je pense que les âges étaient mélangés, évidemment. Oui, c'était des classes insulaires. Oui, c'est ça, il n'y avait qu'une classe pour tous. Ça posait un peu un problème à l'institutrice, Madame Augier, mais il fallait faire avec. Bien sûr. Je vais lire un petit extrait que vous avez écrit donc, pour les cahiers du Levant. Vous dites « Nous étions toute une bande d'enfants et d'adolescents à se promener à pied pour rejoindre la plage du Titan ou la plage de l'Âne. Ces traversées de l'île en passant par la Madone, ces journées de baignade, de pêche à la nacre m'ont laissé des souvenirs impérissables.
Sur le chemin du retour, assoiffés, nous nous arrêtions dans les ruines du pénitencier pour plonger une bouteille dans l'eau du puits, attachée par des tiges de jonc nouées les unes aux autres. Toute l'île nous appartenait. En totale liberté, on pouvait la parcourir de long en large et découvrir sans cesse des paysages bucoliques tels que les criques, les plages et emprunter les dreilles tracés par les chasseurs et les ramasseurs de champignons. Vous m'avez dit hors micro que vous étiez en effet un petit sauvageon. Et dans les cahiers de Levant toujours, vous reprenez un commentaire d'Éric Nany, qui est habitant de Porquerolles, et qui dit « Les îles, nous leur sommes redevables du fond même de notre caractère, de la forme même de notre existence spirituelle. Nous sommes leur œuvre. » Alors Robert, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que grandir au Levant a pu influencer votre rapport au monde ? Et si oui, dans quel sens ? Oui, tout à fait. Dans l'article que j'ai de Nany, là, il le dit bien, on est stigmatisé quand même au niveau des contacts qu'on n'a pas pu avoir avec le monde moderne déjà. D'un autre côté, ça nous a apporté, je crois, une philosophie de l'être humain, de savoir en définitive que ce que nous apporte le monde moderne n'est pas toujours la bonne chose. Et donc, il faut s'appuyer finalement sur la nature et sur l'environnement. Vous voyez, je crois qu'il nous reste ça. Maintenant, en dehors de ça, il est évident que les contacts avec le monde moderne nous a peut-être privés de se poser certains questionnements. Quel type de questionnement ? Vous savez, quand vous vivez comme ça en vase clos et que vous bénéficiez d'une liberté totale comme ça, finalement, il peut vous arriver de penser que c'est toujours les autres qui ont tort. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'être un peu égoïste vis-à-vis du comportement des autres ou difficilement les comprendre. Quand je descendais à Marseille, par exemple, par la suite, lorsque je me suis marié, que je suis allé chez mes beaux-parents, chez mes beaux-frères et mes belles-sœurs, que je voyais qu'ils vivaient dans des immeubles comme ça, et qu'ils disaient « Oh là là, le voisin, oh là là, la chasse d'eau, oh là là ». Je disais, mais c'est pas possible, moi j'habiterai là, je me battrai avec tout le monde. Mais en définitive, pas du tout, j'avais la mauvaise réaction. Il aurait bien fallu que je m'adapte à cette société. Est-ce que ça génère pas une certaine fierté insulaire ? C'est-à-dire, quand il y a cette rencontre avec le vrai monde, une forme de supériorité, vous voulez ? Peut-être, ouais, je sais pas. Oui, je crois que vous avez raison, c'est peut-être ça. C'est difficile à expliquer ce sentiment qu'on peut avoir par rapport à ce monde moderne. Je l'explique difficilement, en définitive, ça. Je me suis quand même aperçu qu'il n'y avait pas que notre façon de vivre, que c'était la panacée. Et oui, surtout que vous avez fait le choix ensuite de rejoindre le continent, et on y viendra un petit peu plus tard, ce qui n'est pas le cas de tous les insulaires. Et donc c'est intéressant aussi ce regard de cette rencontre avec le vrai monde, en quelque sorte aussi, parce que les vies sur les îles sont quand même un petit peu à part, je crois. Oui, de toute façon, quelque part, nous sommes des marginaux pour vivre comme ça. C'était pas un problème, on n'avait pas de besoin. À l'époque, pensez, je vous dis, on était peut-être 25 ou 30 l'hiver. Il y avait tellement peu de monde que je me souviens, il y avait un gars chez qui on logeait, il mettait au milieu de la route, il mettait du chemin, il mettait des gros pièges à lapins. Mais au milieu de la route, il passait pratiquement personne. Il ne prenait pas beaucoup de risques. Il n'est arrivé d'accident. C'était fou. C'était comme ça. Pour revenir aux activités, Robert, de votre famille, donc vous l'avez dit, vos parents s'installent sur le port de l'Aigade, votre tante donne la gérance de l'officine à votre mère, les affaires marchent plutôt bien. Et en 1953, vos parents rachètent l'alimentation située sur la place du village, qui restera dans la famille jusqu'en 2007. C'est alors la première source, j'imagine, d'approvisionnement pour les habitants du Levant, cette épicerie, où déjà les gens allaient volontiers sur le continent s'approvisionner. Les gens déjà allaient sur le continent. Hein. Bon, d'abord, c'est ce qui était un peu normal, parce qu'il est évident qu'il y avait une différence de prix assez importante par rapport aux grandes surfaces du continent, avec lesquelles on ne pouvait pas rivaliser, bien entendu, parce que les coûts du transport étaient exorbitants, que ce soit
le transport maritime ou le transport terrestre sur le Levant. Mais les gens n'allaient pas sur le continent que pour faire les courses. Il y avait les rendez-vous médicaux. Les rendez-vous médicaux, certains achats pour le confort de la maison, etc. etc. Hein. Par contre, l'été, ça ne se ressentait pas. Il y avait tellement de monde qu'on ne ressentait pas que... D'ailleurs, comment l'épicerie était approvisionnée ? Nous, ça passait tout par la ville d'Hyères. C'était au Salin. D'accord. Tous les bateaux partaient de là. Hein, et ils prenaient passagers et marchandises ? Oui. Ok. Ah oui. Mais comme maintenant, vous avez le premier bateau, c'est un bateau mixte aussi. Oui, hein, exactement. Voilà. Et donc, qui dessert Port-Cros, puis le Levant. Voilà, c'est ça. Et donc, on passait les commandes par téléphone hein, et on nous livrait. Oui. Et les fournisseurs venaient sur le port nous emporter la marchandise. Et vos parents travaillaient toute l'année ? Oui. Tous les jours de la semaine ? Oui, toute l'année, oui. Est-ce que vous avez le souvenir de les avoir vus prendre des congés ou pas ? Oui, après, quand on a grandi, avec ma sœur, on tenait l'hiver après le magasin, avant que je sois marié. Quels sont vos souvenirs ? Vous avez une quinzaine d'années quand vos parents reprennent l'épicerie du village. Est-ce que vous avez des souvenirs précis de cette période ? Alors, ma mère, qui était une commerçante, il fallait toujours que le client soit content. Même des fois, elle oubliait d'encaisser. Ma sœur lui dit, mais alors encaisse avant d'en servir un autre. Mais il dormait dans l'appartement derrière le magasin. Il y en avait qui venaient lui taper la nuit pour acheter une bouteille de whisky. Elle se levait. Hein. Ah oui. Mais elle ne se levait pas pour l'argent, elle se levait pour faire plaisir aux clients. Hein. C'était fou. Et je vais vous dire, j'ai pris le même chemin. Je vais vous dire, on s'est donné corps et âme à notre commerce et à nos clients. Et trop. Avec le recul, vous pensez que c'était trop. On a sacrifié un peu de notre vie de famille, oui, trop. Comment se déroule votre scolarité après votre scolarité sur l'île ? Où est-ce que vous allez ? À l'école, moi, je pensais qu'à l'extérieur, aller vagabonder. Et donc, l'institutrice, Madame Augier, a convoqué mes parents. Et elle dit, vous savez, je crois qu'il ne faut pas le laisser là. Hein. Il ne faut pas le laisser là. Il faut qu'il aille sur le continent, le mettre en pension. C'est pas possible. Bon, alors mes parents, qu'est-ce qu'ils font, bien entendu ils commencent à chercher une école, un pensionnat qu'ils ne trouvaient pas. La sœur de mon père, toujours celle qui a introduit mes parents sur le Levant, dit écoutez-moi, mon fils, il a été dans un collège extraordinaire, le collège Saint-Éloi à Aix-en-Provence. Bon, ben d'accord. Alors voilà, ils m'inscrivent là-bas. C'était un collège catholique et qui recevait tous les élèves du gratin un collège de la région. Ouais. Il y en a qui venaient avec chauffeur à l'école. Hein. Contraste énorme pour vous, là, Robert. Voilà. Comment vous vivez je le vis, une hirondelle qui est mise en cage. J'ai quand même souffert de l'éloignement de ma famille, de mon île aussi. Bien sûr. Et de cette discipline que je ne comprenais pas. Il y avait une discipline de faire. De faire. Le matin, on se levait à 6h30, de 7h à 7h30, on allait en classe sans petit déjeuner. On commençait déjà par les cours. De suite, après, on avait le petit déjeuner. Et le soir, c'était pareil. Après manger, on allait en cours. On avait des dortoirs où on était une centaine, là, et on n'avait pas le droit de parler. Alors déjà, on n'avait pas le droit de parler dans les classes. Et mes parents, moi, m'envoyaient des colis de victuailles, du chocolat, des biscuits et tout. Et donc, il y avait des lits superposés. Moi, j'avais le copain de dessus. Je lui disais, tu veux un morceau de chocolat ? Crac, j'étais collé le week-end. Parce que j'avais parlé. Ah oui, c'était l'enfer. À tel point qu'à un moment, après, vous savez, vous arrivez à vous lier d'amitié après, parce que vous avez besoin d'avoir un support. De créer un lien. Et j'avais un très très bon copain. La direction s'en est aperçue et ils se sont imaginés des choses et ils nous ont interdit de se côtoyer. Ils nous ont interdit, attention, ils nous surveillaient, on ne veut pas que vous soyez tous les deux seuls. En dehors de ça, je dois reconnaître, par la suite, j'ai regretté de ne pas avoir persévéré parce que c'était une école extraordinaire. J'ai rattrapé 2 ou 3 ans là, en un an. Oui, parce que c'est ça, vous avez quand même un regard
avec une certaine prise de recul, vous m'avez dit que cette expérience était douloureuse, très douloureuse, mais nécessaire. Oui, tout à fait. Et je pense que dans votre parcours d'insulaire, peut-être que d'autres ne font pas ce chemin-là, ça vous a probablement ouvert au monde. Oui, tout à fait, parce qu'on recevait d'abord une éducation, et puis au niveau scolaire, je vais vous dire, c'était le top. Vous partez à Marseille ensuite chez votre tante et vos cousins, où vous suivez une formation de tourneur-ajusteur pendant 3 ans. Vous passez un CAP. Vous exercez un temps chez Sud Aviation en tant que mécanicien, mais vous avez la sensation, vous m'avez dit, d'être un robot devant une machine. Finalement, vous retournez au Levant à l'âge de 18 ans et travaillez aux côtés de vos parents jusqu'à l'âge de vos 20 ans, où vous êtes mobilisé pour partir en Algérie. Vous allez rester pendant 28 mois. Robert, même si ces quelques années loin de l'île n'ont pas forcément été simples, est-ce que vous diriez que ces années ont été nécessaires et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ? Ah oui, nécessaire, bien sûr, oui quand même, parce que je suis confronté au monde, et puis même au niveau de l'éducation, je serais resté au Levant. C'est évident que certains jeunes qui sont arrivés par la suite au Levant, les pauvres, ils ont travaillé comme ça, au coup par coup. Vous voyez, c'était des gens de plus que marginaux. C'était des gens qui étaient un peu perdus, disons. C'était la bouée de sauvetage sans l'être. Oui. Mais on trouve souvent sur les îles des gens un peu perdus. Mais ça, je veux dire, c'est normal. Vous savez, il n'y a pas que sur les îles. Vous allez dans certains petits villages en Haute-Provence ou dans les Alpes. C'est un peu ça. Vous avez beaucoup de gens qui se retrouvent là et ils sont en petite communauté. Ils sont peut-être mieux acceptés dans ces milieux-là que dans les grandes villes. Bien sûr, c'est moins brutal. Ils sont moins perdus. Oui. À votre retour, vous prenez la suite de vos parents à l'épicerie et en 1965, vous rencontrez celle qui deviendra votre femme, Marie-Jacqueline. Comment vous vous rencontrez ? Je me souviens, c'était le lendemain du mariage d'un de mes cousins et on avait rendez-vous pour aller danser dans une boum, comme on appelait à l'époque, chez des amis à la Couronne, à côté de Marseille. Et donc ce jour-là, bien sûr, le lendemain du mariage, on était en retard. On avait rendez-vous au bas de la Canebière, moi j'avais ma voiture, et donc il y avait 2 filles qui nous attendaient, donc mon épouse et une de ses copines. Il faisait un fort Mistral, elles avaient froid, et au bout d'un moment, elles étaient en retard, mon épouse elle a dit, écoute, non, on s'en va, écoute, on va ailleurs, il fait trop froid, on s'en va, on les attend plus. Et entre-temps, on est arrivé. On est allé danser, et puis après, par la suite, on a continué à se rencontrer. Vous avez failli ne pas la rencontrer, si je comprends bien. J'ai failli ne pas la rencontrer, oui, tout à fait, oui. Vous lui faites découvrir le Levant. Est-ce qu'elle adhère immédiatement ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Elle adhère au Levant, elle adhère au travail, parce que tout de suite... Elle est embarquée avec vous. Début de saison, elle est embarquée et on travaille tout de suite. Et ça n'a pas été un problème. Seulement, ça n'a pas toujours été le cas au niveau de l'acceptation du Levant, parce que ça, c'était l'été. L'été, il y avait du monde, on travaillait tout ça, mais l'hiver, on se retrouvait en comité restreint. Elle n'avait pas sa famille était à Marseille. Elle a commencé à avoir un peu le blues, comme on dit. C'était une fille de la ville, elle sortait, elle allait danser, elle allait au cinéma, elle avait des copains, elle avait des copines. Finalement, elle voyait partir le bateau, elle avait presque les larmes aux yeux. Alors je lui ai dit, écoute, moi si tu veux, moi j'aimais ma femme, je lui ai dit, on s'en va, on arrête, on s'en va. Alors elle a eu l'intelligence de me dire, non, on va encore un peu essayer, on verra. Et puis après, ça s'est bien passé. Après, on a eu les enfants, bien entendu. Et donc, on avait notre travail sur l'île. On travaillait tous les jours. C'est joli, la façon dont vous racontez l'histoire, parce qu'entre vous qui avez vécu, au moment de votre départ de l'île, cette brutalité avec la rencontre du monde dans cet institut catholique où je pense qu'en effet, c'était compliqué, vous décrivez l'arrivée de votre femme sur l'île qui doit renoncer au plaisir de la ville, en quelque sorte. Et
Voilà, il y a une forme peut-être de compromis aussi dans votre rencontre, et dans cette adhésion à l'esprit du Levant commun que vous arrivez à nouer, puisqu'ensuite vous allez y faire une grosse partie de votre vie. Marie-Jacqueline, et vous qui veniez de la ville, Robert l'a un petit peu expliqué, et ça a été quand même pas évident au début. Oui, c'était difficile au début, parce que moi j'habitais Marseille, pratiquement pas tout à fait au centre, mais enfin pas loin. Et au Levant, il n'y avait rien. C'était on n'avait pas de confort du tout. L'eau, c'était compté. Pas d'électricité. En plus, nous avions... ma fille est née 1 an après que nous nous soyons mariés. La nuit, il fallait se lever avec la lampe électrique pour la changer. Il fallait laver à la main avec la lessiveuse. Alors c'est vrai que ça nous changeait énormément par rapport à la vie que j'avais eue avant. J'aimerais revenir sur un point, la question du naturisme. Alors, on ne l'a pas évoqué par rapport à vos parents. Je voulais savoir si vos parents étaient naturistes avant d'arriver sur l'île. Non. Mon père, oui, je l'ai vu quelquefois se baigner nu, mais très rarement, ou se mettre nu dans la maison, mais ma mère, non. Et oui, parce que votre mère, m'avez-vous dit, était d'origine italienne. Oui. Elle avait reçu une éducation assez puritaine, élevée au milieu de ses frères. Ça n'a pas du tout été un frein pour elle, le naturisme? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non. Alors ça, c'était pas un problème. Non. Elle était pas gênée du tout. Hein. Je vous dis, des fois, il y avait des clients qui arrivaient nus dans le magasin, mais non, c'était pas... C'était pas un problème. Et pour votre femme, ça ne l'a pas été non plus? Non plus. Non. Mais par contre, vous voyez, elle se déshabillera difficilement, ma femme. Ah, alors on y viendra justement à ces étapes peut-être pour certaines personnes, pour vraiment à un moment donné se mettre nu. Votre commerce était ouvert tous les jours, sauf le dimanche après-midi, m'avez-vous dit. J'ai l'impression qu'on reproduit un petit peu ce qu'ont vécu vos parents avant vous. Ça. Vous n'aviez pas ou plus le temps de descendre à la mer, très peu de vacances durant votre vie active, m'avez-vous dit. Puis à l'arrivée de vos enfants, vous décidez d'habiter sur le continent. Ils sont allés quand même à l'école sur l'île, vos enfants? Oui, ma fille qui est décédée, là, oui, elle est allée à l'école, là, oui. Comment s'organise votre vie familiale quand vous partagez votre temps entre le continent et le Levant? Alors là aussi, ça a été quand même un problème parce que on fermait le libre-service l'hiver et il y avait quelqu'un qui voulait prendre en gérance, qui fasse épicerie, fruits et légumes l'hiver. Oui. Lui, il était content, il était à la retraite et il tenait ça l'hiver. De septembre à mars, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça, de septembre à... Moi, je redescendais, donc fin septembre, début octobre, je redescendais rejoindre ma famille, bien sûr. Je n'avais pas fini mon travail, parce que quand vous finissez une saison, vous savez, il y a toute la paperasserie, il y a tout ce que vous n'avez pas fait. Au mois de mars, même des fois c'était fin février, parce que quand il y avait des travaux à faire, et j'étais obligé de remonter avant la saison, parce qu'après, il fallait faire rentrer la marchandise, il fallait faire du nettoyage, il fallait remplir le magasin. C'est une île. Et oui, bien sûr. Donc, d'octobre à mars, on peut dire que vous étiez globalement tous réunis ensemble sur le continent. Oui. Mais à partir de mars, vous repartiez. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Votre famille venait vous rejoindre le week-end? Le week-end, oui. Mon épouse avait les 3 enfants, elle prenait le bateau. Alors des fois c'était quand même un peu dramatique lorsque la mer était mauvaise, que les enfants, ma femme, elle était toujours inquiète avec 3 enfants sur le bateau. Moi également. Et elle venait le week-end, ça passait tellement vite. On n'avait pas le temps pratiquement de se voir parce que le samedi, le magasin était ouvert, le dimanche matin, le magasin était ouvert, alors on n'avait pas le temps de... Mon épouse, elle montait, elle avait tout un travail de ménage à faire, et donc... C'était une période... vous diriez que c'était assez difficile? Oui, quand même. Oui, cette séparation, quand même, était difficile de la famille et de mes enfants. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré une dizaine d'années. Ah oui. À un moment, on avait pensé se relancer sur le continent. On avait même acheté une papeterie. Oui. Alors, je vous dis pas, on avait les 2 commerces, on finissait une saison, on en commençait une autre. Ça n'a pas duré longtemps. C'est une activité, cette activité de commerçant qui vous a permis de connaître tout le monde sur l'île, j'imagine. Oui, beaucoup de monde. Qu'est-ce qui vous a
le plus plu dans l'exercice de cette activité ? Alors, je vais vous dire, c'est le côté familial et la reconnaissance de nos clients. Oui, ça n'a pas de prix. Écoutez, si vous saviez, en plus de ça, ma femme qui avait une mémoire d'éléphant, elle tenait la caisse, hein, ma femme, elle était à la caisse du matin au soir. Quand les clients arrivaient, elle demandait des nouvelles des parents, des grands-parents, des petits-enfants. Bon, mais comment vous faites, Madame Charex, pour vous rappeler de ça? Alors, pensez qu'ils étaient ravis. Bon, et puis, en plus de ça, on était toujours à leur disposition. Oui, bien toujours sûr. gentils, toujours, on était là pour leur rendre service. C'était extraordinaire, parce qu'on ouvrait des comptes, vous savez, parce que les gens, ils n'avaient pas de porte-monnaie avec le minimum. et il y avait un stock de comptes, ils arrivaient, ils ouvraient des comptes, et donc ils payaient à la fin du séjour. Ils payaient à la fin du séjour, il y en avait certains, au dernier moment, oh là, il faut que j'aille chez Charex payer. Ils arrivaient, le magasin était fermé. Mais ils vous glissaient le chèque en blanc sous la porte. Ah oui. Vous avez le chèque en une blanc confiance sous la incroyable. porte. Voilà, Ouais. vous mettiez la somme, les gens ils vous demandaient. Mais c'était extraordinaire. Ou alors les gens qui nous demandaient, qui nous envoyaient des fax. J'avais même un Brésilien qui nous envoyait des fax du Brésil pour qu'on lui remplisse la maison de victuailles, le frigo, qui est les bouteilles d'eau, qui est le pastis, tout. Ah oui, on faisait tout ça. Ils arrivaient. Ah, le service allait jusque-là. Ah oui, ça allait jusque-là, il fallait voir. Mais attendez, ça allait même plus loin. Il y en a qui nous téléphonaient à 10h du soir pour savoir, dit Robert, il a plu, parce que je voudrais savoir s'il faut arroser le jardin. Ou alors il téléphonait à mon épouse. Dis Jackie, tu peux pas me trouver une location? J'ai pas de location. Il nous téléphonait pour qu'on leur rende des services. Ah, incroyable. Oui. Oui, donc je comprends quand vous disiez tout à l'heure que c'est peut-être aller... Oui. Alors vous le faisiez avec bonheur et envie, et cette oui. envie de rendre service qu'on entend et qu'on sent bien chez vous, mais peut-être qu'avec le recul, c'est peut-être aller trop loin, vous avez donné beaucoup. Mais finalement, on n'en avait pas conscience. Non, bien sûr. On allait au travail, je vous dis, moi je me levais à 4h du matin, hein, ah oui. Et j'étais dans mon magasin je faisais mes commandes avec la bougie, hein, je mettais des bougies sur des tréteaux que je mettais dans mon magasin pour regarder mes rayons, pour savoir ce qu'il fallait que je commande. Est-ce que vous avez eu l'occasion, pendant vos années d'activité, de rencontrer quelques célébrités? Parce que je crois qu'il y en a eu quelques-unes qui sont passées. Oui, alors, j'ai rencontré Moustaki. Oui. Bien sûr. Alors Moustaki, j'allais en boîte de nuit avec lui, on s'est tutoyé. Ouais. Mais c'était le vagabond, hein. Il n'avait pas encore percé, hein. C'était Moustaki. Ouais. Ce que j'ai vu j'ai vu Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault sur les chemins. Bon, on n'avait pas de contact. Bien sûr. Je les ai vus. Vous les avez croisés sur les chemins. Ouais. Il y avait aussi Annie Girardot. Alors, Annie Girardot, elle était serveuse dans un restaurant qui s'appelait Le Bellevue. Et elle venait acheter des petits encas chez ma mère, ou des fois elle n'avait pas les sous, elle disait « Maman chérie, vous me marquez, hein, je viens de vous payer à la fin du mois ». Et après, quand elle a réussi, elle est revenue voir mes parents avec son mari Renato Salvadori. J'ai connu Michel Simon. Alors Guy Béard, je l'ai connu. Alors là, c'était un ami des Durville, Guy Béard. Ah. Je suppose oui, parce qu'il logeait au fort. Et il utilisait le transport, c'est ça? Oui, parce qu'il ne voulait pas monter à pied. Alors hop, il sautait dans le camion. Là, je le revois toujours. Il avait une grande djellaba blanche, ou habillé en blanc, costume blanc. L'arrivée de l'électricité sur l'île en 89, est-ce qu'elle a eu un impact sur votre activité? Ah ben oui, ça a eu un impact, évidemment. Hein. Bon, premièrement, à notre niveau, on a eu beaucoup plus de confort. Parce qu'avant, on travaillait, on avait des problèmes pour faire du froid, parce j'avais 2 groupes électrogènes, hein, qu'il fallait, ces groupes électrogènes, on n'avait pas les droits de les faire fonctionner la nuit, parce qu'ils faisaient trop de bruit, et ça polluait trop. Il n'y avait que le boulanger qui avait le droit de tourner avec le groupe électrogène. Donc, et ça nous imposait des contraintes. Le soir, il fallait tout vider les magasins, tout vider tout le frais, le mettre en chambre froide. J'avais une grande chambre froide, alors je la descendais à 1 ou 2 degrés, et je l'arrêtais. Quand je l'arrêtais le soir,
je l'arrêtais le soir, elle était, oui, c'est ça, 1 ou 2 degrés, et le lendemain, elle était encore à 8 degrés, vous voyez. Alors donc, ça me permettait de conserver. En plus de ça, on a eu plus de facilité, parce qu'alors là, j'avais le froid en permanence, hein, on pouvait même on pouvait vendre des glaces, on pouvait vendre du surgelé, qu'on ne pouvait pas. Mais par contre, ça a eu un impact au niveau financier, parce qu'il s'est avéré que les gens sur l'île, ils avaient des problèmes de froid aussi. Hein. Bien sûr. Hein, il y en avait qui avaient des frigos à gaz, mais enfin, c'était assez aléatoire. Quand l'électricité est arrivée, tous ces gens-là se sont équipés avec congélateur, frigo, etc. Ils ont pu stocker de la marchandise. Avec du continent, avec tous leurs produits. Vous l'avez senti, ça, vraiment Oui, quand même, un peu, oui, un peu. Mais enfin, en dehors de ça, on avait une très très bonne clientèle. Ils préféraient profiter du Levant plutôt que d'aller passer une journée. Non, mais bien sûr. Et prendre le bateau et se trimballer l'Italie. Votre fils Stéphane reprend l'épicerie du village en 96 avec sa femme et rachète l'épicerie du port que vous tenez avec votre femme jusqu'en 2006. Vous êtes également propriétaire des murs de la boulangerie qui sera reprise par votre fille et son mari Bruno. Ça a été une joie pour vous que 2 de vos enfants aient décidé de prendre votre suite sur l'île, à la tête des différents commerces. Oui. Oui, vous pensez, oui. Ah oui, ça a été une joie, bien sûr, que ça continue. On était d'autant plus heureux qu'on a été déçus lorsqu'ils se sont désengagés. On a compris, c'était leur vie, c'était plus la nôtre. On sent aussi à travers le témoignage de vos petits-enfants, et je pense à Naomi, notamment votre petite-fille que j'ai interviewée également, que vous avez su transmettre cet amour pour l'île du Levant à vos enfants et petits-enfants. Vous vous dites, quand je vais disparaître, il va rester quelque chose. Oui, bien sûr. Oui, c'est très très important. Surtout que je vois que finalement, ils y reviennent volontiers. Comme on dit, vous savez, de toute façon, dans les îles, on y revient toujours. Ils adorent cette liberté aussi. Le fait que ce soit quand même un lieu privilégié, pas de voiture, pas de pollution, Ah ouais, vous savez, ça fait un moment que j'y suis pas remonté, mais quand je débarque, que je recommence à monter cette route-là... Il y a tout qui remonte. Ah ouais. L'île vous manque de temps en temps ? Oui. Aujourd'hui, 90% de l'île est fermée au public puisque l'île est devenue en partie zone militaire à partir du milieu des années 50. Vous qui avez parcouru ce territoire aujourd'hui inaccessible, quels souvenirs vous gardez de cette partie de l'île, cette partie militaire ? Des souvenirs merveilleux parce qu'on pouvait se balader. Il n'y avait aucun danger finalement. La liberté totale, on allait où on voulait. On pouvait visiter les prisons du pénitencier, on pouvait aller sur le château des Arbousiers, on pouvait aller sur la plage du Titan, on pouvait aller aux Pierres de Fer, où pour vous plonger, il y avait des fonds extraordinaires aux Pierres de Fer. Tout de suite, là, on ne voyait plus le fond, on ne voyait pas le fond. Il y avait des appuis formidables. On pouvait... Comment vous décririez à quelqu'un qui n'a jamais vu cet endroit, cette zone naturelle et préservée que vous avez connue enfant ? Comment vous la décririez ? C'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis parce que tout est à l'état naturel. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a pas été souillé par quoi que ce soit. Mm-hmm. C'est ça qui est extraordinaire. Vous retrouvez en pleine nature, quand vous voyez ce qui se passe au niveau de la planète et que vous vous retrouvez là au milieu, vous vous dites mais c'est pas possible, c'était un rêve. C'était un rêve. C'était un rêve. Et ça a été difficile pour les habitants de voir progressivement son accès restreint, puis sa fermeture. Comment vous l'avez vécu ? Oui, quand même, oui. C'est-à-dire, on l'a vécu un peu en douceur parce qu'ils ont fait ça progressivement. Ils ont fait ça progressivement. Ils n'ont pas tout de suite mis les barbelés. Non. Ils ont commencé à fermer l'accès au port. Donc, c'est près de la base vie complètement. Et on avait encore accès. À l'époque, je me souviens, même ils faisaient déjà des tirs. Et ils n'avaient pas fermé la Madone. La Madone, c'est l'endroit où ils font tous les tirs, où il y a tous les bâtiments et d'où partent toutes les fusées. D'accord. C'était des petits essais qu'ils faisaient. D'ailleurs, on allait s'amuser. Il y avait des rails. On faisait rouler des bidons là-dessus. On s'amusait.
Et après, progressivement, près de la base de vie, ils ont commencé à fermer au niveau du barrage, oui, parce qu'il y a un barrage là, une retenue d'eau. Et ensuite, ils se sont rapprochés du village. Ils ont fermé juste avant le sentier qui mène à la plage de Rioufred. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette plage. Donc, lorsqu'il faisait d'un fort Mistral, la plage des grottes était trop exposée, alors tout le monde venait à la plage là. Alors nous, ça nous faisait travailler parce qu'ils passaient devant nous à l'épicerie. Oui. Alors là, ils ont fermé là, puis après ils se sont rapprochés près du village. Mais on avait accès encore à l'ancien camping municipal. Et après, ils ont fermé totalement, ils ont exproprié, parce qu'il y avait une grande ferme, une dame qui s'appelait Mademoiselle Vanel, qui faisait du maraîchage, qui avait des ruches, qui avait beaucoup d'arbres fruitiers et qui faisait camper également sur son terrain. Et là, il y avait plusieurs maisons, ils l'ont exproprié. Et donc, à un moment, ils ont même installé des militaires qui logeaient dans ces bâtiments. Mm-hmm. Et après, ils ont fermé carrément au niveau du sentier qui mène à l'église, à la sortie du village. Absolument. Oui. Est-ce que la présence militaire a permis, selon vous aussi, de préserver l'île des pressions immobilières ? Tout à fait. Oui. Alors là, avec le recul, c'est une bonne chose pour vous ? Oui, avec le recul, c'est une bonne chose, oui. Ah oui, c'est une bonne chose parce qu'après j'ai appris qu'il y avait Trigano qui était dessus. Ils avaient envisagé un tas de transformations sur l'île, de revendre. Et comme je vous ai dit, d'ailleurs j'ai la lettre, j'ai écrit au Conservatoire du Littoral pour leur demander ce qu'il en était. Mm-hmm. Et ils m'ont répondu qu'ils avaient préempté et que le jour où la marine se désengagerait, ils seraient prêts à racheter l'île. Ouais, oui. C'est ce qu'ils me disent, j'ai la lettre là. Oui, donc cette présence, elle est salvatrice. Oui. Vous avez cité cette présence, on sent, importante des campings sur l'île à l'époque, pendant votre enfance. Il y en avait beaucoup. Non, c'est-à-dire que c'était des campings sauvages. Ah, c'était des campings sauvages. Le camping les gens qui campaient entre le port, sur le sentier de la plage des Grottes et la plage des Grottes. C'était sous la Pinède, c'était tout du camping sauvage là. Hein. Ensuite, il y avait quand même des campings. À la Pinède, il y avait un camping et les gens souvent campaient chez l'habitant. Quand lorsqu'ils ont fermé le camping municipal et que tous les gens arrivaient les étrangers campent. Alors on a fait camper de partout. Nous, devant notre maison, on avait 2 ou 3 tentes. On avait fait venir des gens. Devant l'épicerie, on avait un petit morceau de terrain, on avait mis des tentes, il y avait des tentes, on avait installé les gens de partout. Ah oui, bien sûr, comment faire ? Bien sûr, ils s'étaient habitués à venir, alors il fallait... Ils arrivaient, alors on a camping-place, les Allemands camping-place, oui, alors vous voulez venir ? Alors moi je les emmenais devant notre maison, on avait un petit morceau de terrain et on mettait les tentes là. Et d'ailleurs, oui, vous citez donc la présence d'Allemands, c'est quand même une île qui a fait venir beaucoup de personnes d'autres pays, j'ai l'impression, peut-être sûr. Beaucoup plus que Porquerolles et Porquerolles. C'est peut-être cet esprit, cette identité naturiste qui contribue. Mais les Allemands sont les promoteurs de Exactement. Exactement. Et je vais vous dire, les Allemands nous ont importé la culture du naturisme dans le Sud, et nous, le Sud, on leur a apporté notre façon de vivre sur l'île du Levant. Et vous avez vu une évolution justement de ces touristes de l'été sur l'île ? Au début, si vous voulez, l'esprit était quand même, pas l'esprit, disons, c'était peace and love, voilà. Ouais. Au début, c'était peace and love, c'était les années c'était aussi. Comme ça, c'était ça. Bon, comme on dit, autres mœurs, autre temps. Après, tout a évolué. La société a évolué, le Levant a évolué, tout a changé. Mm-hmm. Et l'approche du naturisme a été un peu différente. Au début, il y avait que sur l'île du Levant qu'on faisait du naturisme. C'était le seul centre en Europe où on faisait du nudisme et du naturisme. Et donc, après, il y a eu Agde.
Après, il y a eu plein de centres qui se sont... et il y a des gens, ils ont trouvé un autre confort. C'était moins compliqué pour eux d'aller à Agde. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait quand même des purs et durs, des gens qui venaient au Levant. J'ai des clients qui sont venus pendant 10, 15 années. Toutes les années, 1 mois, 2 mois même. En plus de ça, vous aviez des gens qui avaient des situations extraordinaires. Vous savez, vous aviez des PDG étrangers ou même français qui arrivaient là. Le gars, il arrivait là, il se mettait au bord de mer dans son bungalow sous sa tente, même il y en avait un, sous sa tente, et il se mettait nu. Il vivait 3 semaines nu, il se rasait plus, il se lavait. Eh oui, c'était ça. Ah ben ouais, c'était ça. Hein. J'avais un client, il avait une affaire de spiritueux en Autriche, et c'était des spiritueux français, il vendait des cognacs et des champagnes, et il avait à lui sa production à lui de vin mousseux, et c'était quelque chose d'énorme. Il avait un château, il avait une fortune considérable. Pensez-vous qu'il a reçu le président Carter des États-Unis dans son château, qui trinquait avec lui, il lui faisait goûter son critère. Eh bien, ce monsieur, vous entendez, il venait toutes les années, il habitait dans un bungalow à la limite de la salubrité. Mais il venait chercher ça, peut-être. Il venait chercher ça. Bon, il venait avec des jeunes nanas. Mais en fait... J'aimerais qu'on parle de votre rapport au naturisme, Robert. Vous arrivez sur cette île jeune enfant. Vos parents, m'avez-vous dit, n'avaient pas vraiment le temps d'aller à la plage. Mais vous, enfant et adolescent, vous avez profité des plaisirs de la mer, la baignade, la pêche, on en a parlé. Ouais. Vous vous baignez nu, alors ? Non. Quand vous étiez petit, rarement, oui. Non, rarement, non. Qui plus est, je veux vous dire, j'allais souvent faire du sport j'allais jouer au volley sur la plage des Grottes, et je ne concevais pas faire du volley-ball à poil. Et les autres se mettaient nus ou pas ? Oui, parce qu'il y avait les touristes. Il y avait la plage en dessous, Bon, moi, ça ne me gênait pas, bien sûr, j'étais... Peut-être qu'il y avait moins de nudité, enfin, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Non, il y avait autant de nudité, non. Parce que j'ai cru comprendre que la nudité se pratiquait essentiellement à la mer, sur les bords de mer, mais qu'en revanche, au village, les gens n'étaient pas forcément nus. Ah ben non, mais ça c'est une obligation. Hein. Mais quand je dis au village, même sur les corniches. Oui, mais ça c'était une obligation. Hein. C'était pas le bon vouloir des gens. Hein. Il y avait un arrêté préfectoral là-dessus. Hein. Donc ça a évolué depuis. Oui, là ça a évolué dans ce sens. Dans ce sens, ça a évolué. Oui, là ça a évolué dans ce sens, oui. Enfant, assez peu de nudité quand vous grandissez, adolescent ? Non, pas plus. Rarement, oui, ça m'est arrivé. Mais rarement, parce que même adolescent, j'avais beaucoup de travail, je travaillais beaucoup. Parce que il faut vous dire qu'à un moment, on avait l'épicerie et une affaire de transport en même temps. On avait les deux. Hein. Quelle est, Robert, votre définition du naturisme ? C'est-à-dire le naturisme, mais il y en a, ils posent toujours la question, nudisme, naturisme. Mais le naturisme, finalement, c'est une philosophie de la protection de l'environnement, de vivre en communion avec la nature, tandis que le nudisme, finalement, ce sont des gens qui veulent se balader nus, mais c'est plus occasionnel. Oui, ce que j'entends, c'est quand vous dites c'est une philosophie, c'est une pratique beaucoup plus globale qui n'intègre pas que la nudité. Le rapport à la nature est très important, le rapport du corps comme l'esprit, et je l'ai entendu souvent aussi, ce respect de soi et des autres. Donc on sent vraiment que c'est quelque chose de beaucoup plus global que le nudisme. Bien entendu. C'est beaucoup plus profond que ça, je crois. Je pense, de mon avis. Oui, les médecins André et Gaston Durville résument l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis en disant « Héliopolis doit être une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. » Alors, Héliopolis fête ses 90 ans cette année. Est-ce que cette vision des Durville a toujours cours aujourd'hui, selon vous ? Oui, pour certains, je crois. Je crois quand même, oui. Parce qu'en définitive, les gens qui viennent s'installer, plus de gens qui viennent s'installer, je crois, il y a plus de... Et je crois que les gens veulent
protéger cet esprit-là et en même temps se protéger du monde externe. Alors, ils tiennent à que vraiment que le cahier des charges soit respecté pour que on respecte leur façon de vivre. Absolument. Hein. Et en même temps, j'ai senti une petite nuance quand même. Qu'est-ce qui pourrait avoir un peu changé ou en quoi cet esprit originel du naturisme parfois pourrait être un petit peu chahuté, fragilisé? Alors, comme je vous disais, au départ, c'était l'esprit peace and love. Ensuite, lorsqu'il y a eu l'évolution, donc cette évolution au niveau du confort de l'électricité, il est arrivé quand même des gens qui n'avaient pas la même culture. Oui. Ils n'avaient pas la même culture, ils n'avaient pas la même vision, même s'ils ont adoré l'île, s'ils se sont imprégnés de cette île, même s'ils ont investi sur cette île. Mais au départ, on ne peut pas dire qu'ils ont eu plus de besoins que ce que nous, on avait. Eux étaient plus demandeurs, si vous voulez, de confort. Mais ils arrivaient avec leur vie sur le continent et donc cette demande de confort équivalente. Voilà, c'est ça. Ça peut créer des tensions, je pense notamment. Enfin, il y a ce sujet des maisons avec des piscines, notamment au Levant. Comment avec quel regard vous voyez ça? Maintenant qu'on s'aperçoit qu'il y a un manque d'eau, je reconnais que ces piscines, d'autres vous avancent que oui, mais les piscines en cas d'incendie, ça risque de rendre service. Alors, vous voyez un peu... On y a la mer quand même tout près. Il y a la mer. Bon, il y en a peut-être qui ont un peu, au niveau des piscines, il y en a peut-être qui ont un peu exagéré. Ça, c'est vrai. Suzanne Zeiser, vous l'avez connue. Oui. Oh là là, oui. L'ancienne directrice de l'école disait « La nudité était pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. » À 86 ans, elle conclut sereinement en disant « Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport à la nudité et au cheminement que la pratique naturiste demande ? Tout à l'heure, vous me disiez, Robert, que c'était pas forcément spontané de se mettre nu. Non, oui, c'est vrai. Enfin, surtout pour les femmes. Vous avez pu l'observer surtout pour les femmes ? Surtout pour les femmes, oui, c'était pas spontané. Ça dépend des individus, vous voyez. Les hommes se mettraient plus facilement. Comment vous l'expliquez, ça ? Je ne sais pas, peut-être que les femmes sont plus pudiques. Moi, je vois la mienne, se mettre nue en communauté, non. Alors qu'il n'y a pas de problème à la maison, par exemple. Bon, avec nos enfants, ça a été une obligation. On ne pouvait pas se cacher. Oui. On était toujours nus, parce qu'ils n'avaient pas compris, nos enfants. On est dans un truc naturiste, tout le monde est nu, et vous cachez pour aller vous laver, pour avoir... Ils comprennent, c'est pas possible, ça. Mais par exemple, votre femme ne s'est jamais mise nue sur une plage en présence d'autres personnes. Oui, ça y est arrivé, mais rarement. Mais par contre, voyez, on l'a vu avec les copains ou les copines de nos enfants qui les amenaient sur l'île. Oui. Les garçons se mettaient plus facilement. Alors les filles, c'était plus progressif. On commençait par le haut. Et puis après, 1 ou 2 ans après, comme mes enfants se mettaient nus, alors ils y allaient aussi. Ils ont fait pareil. Et puis je pense peut-être qu'il y a aussi un âge à l'adolescence où c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Ils se rhabillent, les jeunes, à l'adolescence, c'est vrai. Les petits-enfants, ça a été ça. Hein. C'est vrai. Et même mon fils aussi, ça a été ça, l'adolescence, oui, tout à fait. Tout à fait. Ben oui, ça c'est. Bien sûr, quand le corps change, il faut prendre un peu de temps pour accepter ces changements. Est-ce que le Levant, qui est souvent décrit comme une terre de liberté et de tolérance, où s'expriment peut-être plus facilement les vulnérabilités, est-ce que ça peut être, selon vous, un lieu possible de réparation et de réconciliation avec son corps ? Alors ça, je ne sais pas. Il y en a que c'est plutôt le contraire. Hein. C'est vrai. Eh bien oui, il y en a qui arrivent là, mais après, ils sont en perdition de se retrouver dans un lieu comme ça, fermé. Hein. Et peut-être que pour d'autres non, hein, comme par exemple Madame Suzanne Zeiser. Oui. Pour elle, ça a été une révélation. Parce que je crois que Suzanne, elle ne s'est pas mise nue tout de suite. Non. Ça a été un chemin pour elle. C'est ça. Mais elle a commencé quand elle est allée faire, là, je lisais, du sauna en Finlande. Oui. Oui, elle a commencé, c'est la première fois qu'elle s'est mise nue, parce que
c'était là parce qu'à l'origine, elle n'était pas... Non, elle avait appréhension quand même. Parce que c'est vrai que se baigner nu, c'est quand même autre chose. Hein. Ah, racontez-nous. C'est quoi comme expérience? De ne pas avoir de vêtements, de ne pas avoir quelque chose qui vous colle. En plus de ça, psychologiquement, vous vous dites, là, c'est vraiment la liberté totale. C'est une expérience, une vraie expérience. Oui, c'est une expérience, c'est ça. Je vais citer Bertolt Brecht, une fois, il a dit, pendant la guerre sur le champ de bataille, il a dit, si tous les belligérants étaient nus, il n'y aurait pas de combat, ils ne pourraient pas se reconnaître. Fabuleux, ça. Bien sûr. Vous qui avez tenu les commerces de Lille, quelles étaient les pratiques, justement, en termes de nudité dans les commerces ? Est-ce qu'il fallait, vous avez évoqué le minimum tout à l'heure, mais est-ce qu'il y avait des règles vraiment strictes Oui, quand même, il fallait. C'est-à-dire le minimum, c'est tout. Hein. Oui. Les femmes venaient les seins nus, hein, bien entendu, c'était pas. Par contre, il nous arrivait que des clients arrivaient nus dans le magasin. Hein, ça, on laissait faire. Hein, vous n'avez jamais eu à reprendre un client? Non. Par contre, vous avez d'autres clients à l'intérieur qui leur faisaient la réflexion. À un moment, il y a un restaurant qui servait nu. Bon, alors il y a eu la polémique, pourquoi oui, pourquoi non, etc., etc. Moi, j'avais fait un sondage auprès de mes clients. J'ai dit, écoutez, vous croyez que dans le magasin, on pourrait être nu, ma femme, la fille qui sert la charcuterie, là, les fromages, dans l'unanimité, non. Bien sûr, c'est le bon sens. Les gens... Ça n'a pas tellement pris. Hein. Non, ça n'a pas tellement pris. Moi, je ne suis pas pour. Il y avait une tolérance, mais quand même, vous reconnaissez que c'est quand même mieux. C'est toujours pareil. Vous savez, il est arrivé quelques ayatollahs du nudisme là, qui ont voulu... j'ai dit à certains... Mais écoutez, qu'est-ce que vous êtes venus nous ennuyer avec ça, lancer des polémiques sur le Levant? Qu'est-ce que vous êtes venus foutre ici? On a vécu pendant 60 ans tranquillement, sans qu'il y ait de problème, et vous devez... Je leur ai dit, foutez le camp. Hein. Sur votre lien au Levant, Robert, pendant vos années de vie sur l'île, quelle a été la saison que vous avez préféré vivre sur l'île du Levant? À les saisons, c'était le printemps, mai-juin. Mai-juin, oui. Avant que la grosse saison démarre. C'est ça, oui, parce que l'île, elle explosait. S'il y avait eu un ou deux orages un peu avant de la pluie, il fallait voir la nature. Un bouquet de fleurs, la nature, c'était merveilleux. Merveilleux, ces senteurs-là qu'il y avait là. Je me souviens parce que lorsqu'on avait l'épicerie du port, je montais à pied à l'école, je faisais ça. Et à midi, j'allais manger. Et le matin, quand je montais, quand il avait plu, il y avait des endroits, il y avait des effluves. Même maintenant, j'arrive à les reconnaître quand je vais sur l'île à ces moments-là. Hein. Tout remonte. Oui, tout remonte. Oui. La petite Madeleine de Proust. Ça, c'était, c'est ça. Oui. Mais la végétation du Levant est quand même assez exceptionnelle. Ah oui. Et puis, vous savez, à l'époque, il y avait le Castellas près de la plage du Titan. Et donc, il y avait, je crois qu'il y avait des moines là, si mes souvenirs sont bons, et qui avaient fait une plantation de végétaux exotiques. Et je me souviens, et qu'il y avait un propriétaire du Levant, là, Jo Jacquier, le propriétaire de l'Éden, qui était allé récupérer des espèces-là et qui les avait replantées sur son terrain. Donc les moines auraient apporté aussi des plantes exotiques. Oui. Magnifique. Oui. Quel est l'endroit ou quels sont les endroits sur l'île que vous aimez tout particulièrement? Comment en citer qu'un, c'est pas possible. Il y a déjà le tour du fort qui est magnifique. Vous avez l'île pratiquement à 360 degrés. Hein. Oui. Il y a la plage de la Galère qui était très très sauvage. Il y a les moines aussi, c'est joli là, les moines. Et puis du côté aussi qu'ils appellent la piscine, derrière la plage des Grottes aussi. Oui. Aussi c'est très très joli. Je suis allé souvent à la pêche par là, souvent aussi. Puis après l'île, bien sûr, je vous parle. Du côté militaire. Là, je vous parle du côté militaire. Alors là, oui. Il y a un endroit. C'est partout les pierres de fer, le cheval, le phare, les falaises du phare. Est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécue au Levant? Lorsque la mer était très très mauvaise, que le bateau nous lâchait à Port-Cros parce qu'il ne pouvait pas aller au Levant, c'était fini. Alors on couchait chez l'habitant.
Ah bon, vous avez dormi à Porquerolles? À Porquerolles, oui, on couchait chez l'habitant, chez les Bonfanti, c'était une famille. Oui, la famille Bonfanti, oui. Et alors, le lendemain, si la mer s'était calmée, on prenait nos bagages et on traversait Porquerolles à pied jusqu'à Portman. À Portman, sous la tour, là, oui. Mais à l'intérieur. Et il y a un pêcheur qui venait nous chercher et qui nous ramenait sur l'île du Levant. Magnifique. Il y avait une certaine fraternité interasulaire à cette époque, oui. Vous étiez solidaires. Oui, quand même, oui, c'est solidaire, oui. Et vous m'avez également évoqué cette anecdote, parce que je crois que vous avez connu Marceline Henry à Porquerolles. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette anecdote que vous avez vécue avec Marceline Henry? C'était la fois où on avait été sollicité par, je pense que c'était l'adjoint au maire de Porquerolles, parce qu'une fillette s'était perdue dans la forêt de Porquerolles, près du barrage, donc. Et plusieurs habitants du village, on s'était réunis et on était descendus au Port-Avis. Et là, une chaloupe nous avait embarqués et nous avait amenés à Porquerolles pour aller aider aux recherches de cet enfant. Donc là, et donc toute la nuit, avec on nous avait donné des grandes torches, on cherchait. Et puis après on se regroupait un peu près du manoir, justement, qui était un peu la direction dans laquelle il fallait chercher. Et là, il y avait Madame Henry qui nous recevait avec une gentillesse extraordinaire et qui nous servait je ne sais plus, du chocolat chaud ou du thé, je ne me souviens pas, elle nous recevait là avec une gentillesse extraordinaire. Ouais. Je me souviens très très bien du personnage parce que je l'ai souvent vu à Porquerolles. Et je l'ai vu aussi souvent lorsqu'on faisait les traversées sur le bateau. Est-ce qu'elle est venue au Levant de votre... Vous ne savez pas, non. Vous la décririez comment, Madame Henry? Vous savez, je l'ai connue, mais personnellement... Non, pas personnellement, mais qu'est-ce qu'elle dégageait? Elle dégageait, voilà, oui. Elle dégageait de la sérénité, une grande gentillesse. Une grande gentillesse. Je suppose, bien entendu, que c'était une écolo convaincue, puisque c'est elle qui est à l'origine du parc national de Porquerolles. Elle avait un vrai souci de préserver cette île telle qu'elle était, ça c'est sûr. Pour terminer, parce que les auditeurs se demanderont, est-ce que la petite fille a été retrouvée à Porquerolles? La petite fille a été retrouvée à Porquerolles. Je crois qu'elle s'était endormie, elle s'était blottie. Elle était endormie, mais donc elle n'entendait pas les appels qu'on faisait, vous voyez? Bon, c'est une histoire qui se termine bien. Parce que se perdre sur Porquerolles, ça doit quand même être assez inquiétant. Oui. Moi, j'avais la hantise. À la limite, j'avais la hantise de la bien sûr. Surtout quand on était au bord du barrage. Là, qui est un drame, bien sûr. Il y en a eu sur les îles. Il n'y a pas si longtemps à Porquerolles, d'ailleurs. Vous vivez désormais à Hyères. Est-ce que vous retournez de temps en temps sur votre île? De temps en temps. Ça fait un moment qu'on n'est pas retourné. Je me dis, la dernière fois, c'était pour la dispersion des cendres de ma fille aînée. Donc c'est récent? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Pour vous, c'est peut-être difficile aussi de retourner sur l'île. Oui. L'île vous manque parfois? Oui. Vous en parlez un peu de temps en temps avec votre femme? Mes petits-enfants. Oui, avec vos petits-enfants. Oui. Même avec mon épouse, on en parle de l'île, des clients qu'on avait, de ce qu'on a fait, de nos enfants. Quelle est, Robert, votre vision de l'insularité? Pour connaître ce que ça représente, il faut le vivre. Je ne pense pas qu'on puisse l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu sur une île avec... Je ne vous parle pas de l'île maintenant, avec bien le confort. Sûr. Je vous parle de quelqu'un qui n'a pas vécu sur une île sans confort, sans rien, et se contenter de ça. Parce que j'ai quand même vu beaucoup de gens qui venaient en vacances au Levant, qui passaient 3 semaines, 1 mois, et puis qui se sont entichés. On m'a acheté une résidence secondaire. Ils ont acheté la résidence secondaire. Mais au bout de 2 ou 3 ans, la résidence secondaire, ils se sont aperçus qu'il fallait prendre le bateau, pour réapprovisionner, ce n'était pas évident, pour se faire des travaux, le plombier, le menuisier. Et oui, parce que passer l'été, le printemps, même s'il y a une arrière-saison qui est quand même extrêmement agréable sur les îles, les hivers sur les îles sont quand même difficiles, rudes. Oui.
Il n'y a pas beaucoup de navettes en plus au Levant. C'est toujours pareil, ça dépend de quel point de vue on se place. Bien sûr. Moi, rude les hivers, c'était pas rude. Hein. Mais parce que vous aviez l'esprit insulaire, c'est ça la différence. Voilà, tout est là. Et pour certains, quand il pleut et qu'à 4h30 il fait nuit et que vous n'avez pas d'électricité, par exemple, pour certains, c'est dramatique. Pour nous, c'était comme ça. En plus de 70 ans, comment vous avez vu l'île évoluer ? Quels sont les grands changements que vous avez pu observer ? Au niveau de l'eau, puisque la mairie a fait 2 forages qui fournissent un château d'eau, on n'en a pas à profusion, il faut faire attention. Ensuite, il y a l'enlèvement des ordures ménagères, bien entendu. C'était un fléau pour le Levant, ces ordures ménagères-là. Il fallait tout brûler, tout. C'était les plastiques, tout, c'était affreux. Et après, bien entendu, l'électricité. Y a-t-il quelque chose que vous regrettez dans le Levant des années 50 ? Quelque chose qui n'existe plus, Peut-être l'esprit. Attention, je ne veux pas stigmatiser les nouveaux arrivants. Bien sûr. Non. Moi, je comprends très bien. Hein. Mais peut-être l'esprit rustique que vous décriviez au début, cet esprit simple. Voilà, c'est ça. Oui, aussi, oui. L'esprit original du naturisme. Voilà, c'est ça, l'esprit original, c'est ça. Quels sont pour vous les enjeux principaux du Levant dans les prochaines années ? Il faut arriver à respecter le plus possible le cahier des charges. Oui. Essayez, bien sûr. Essayez parce que, je comprends très bien qu'au niveau syndical, ça ne va pas toujours être évident. Mais peut-être aussi éviter un peu trop de bétonnage aussi. Aussi. Les enjeux du Levant, je crois que finalement, ce sont les propriétaires qui ont en main l'avenir du Levant. Il me reste 2 questions, Robert. Quelle est votre définition du Levantin ? Indéfinie. Ça s'explique pas. Définition du Levantin, il faudrait que ça reste quelqu'un qui reste amoureux de cette île et qui la protège pendant longtemps, parce que finalement, c'est un héritage qu'on doit à nos petits-enfants. On l'a emprunté et il faut le rendre. J'avais dit à Jean-Pierre Robin un jour, et je dis attention, tâchez de la rendre comme on vous l'a laissé. C'est beau. Il m'a dit ça sera difficile. Quand vous êtes loin de l'île et que vous pensez au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Les années de jeunesse, de tendre enfance et même de mon adolescence aussi. Oui. C'est ça qui revient. C'est ça. Et quand vous êtes à la montagne, quand je suis à la montagne, que je vois ces montagnes enneigées, tout ça, ça me rassure. Je me dis, ces montagnes puissantes, assises, ça rassure. Eh bien, le Levant, ça me fait ça. Vous voyez ? Je dis ça, c'est immuable, ça sera toujours là. Je me souviens, quand on exploitait avec mon épouse l'épicerie du port, là. Des fois, je me levais la nuit et j'allais sur la terrasse et il y avait la lune qui traçait sur la mer dans le prolongement de la tour de Portman. Écoutez, c'était fabuleux. Et je disais, il peut rien t'arriver, tu as ça. C'est un sentiment d'éternité un petit peu que vous décrivez. Oui, c'est ça. C'est ça, non ? C'est ça, oui. Si l'île du Levant était un son, ce serait quel son pour vous ? Un son, qu'est-ce que je pourrais dire ? Un son, une tendre mélodie, mais le son... Une odeur peut-être alors ? Ah oui, les odeurs, oui, alors ça, oui. Une odeur, l'odeur du maquis après la pluie. Hein. Ah oui, ça c'est... Ah oui, l'odeur du maquis après la pluie, ouais. Cette odeur d'humus, de champignons, ah oui. De ça, terre. Ah oui, l'odeur, oui. Un son, peut-être les mouettes. J'allais à la pêche, j'allais souvent à la pêche avec un pêcheur qui s'appelait François, et donc il pêchait des grittes, des araignées de mer. Oui. Et il fallait ramer. On ne pouvait pas le faire avec le moteur. Alors moi je ramais, et lui il regardait dans une glace le fond pour rattraper les grittes. Et il fallait être très très au bord. Alors je ramais, et un jour j'étais très très près du bord, il y a une petite vague qui nous prend et qui nous dépose le bateau sur un rocher rond comme ça. Et le bateau, donc on était sur le rocher, il faisait ça avec les vagues. Alors il se lève, il y avait des goélands, des gabions là. Regarde-les.
Ils nous raillent tous là-haut, là. Regarde-les en train de gueuler, ils nous raillent, ils se foutent de notre... Et pour terminer, Marie-Jacqueline, quand vous pensez à l'île du Levant aujourd'hui, c'est la question que j'ai posée à Robert également, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? La première image, c'est quand j'ai pris le bateau sur le port d'hier, au port d'hier, c'était au Salin à l'époque. Voilà, la première fois où je suis montée au Levant avec mon futur mari et que je suis arrivée sur l'île, ça m'a paru féerique parce que ça nous changeait tellement de la ville. Vous vous souvenez de cette première traversée ? Ah oui, oh là là, écoutez, je me souviens, c'était un 1er mai. C'était le 1er mai 65. Et mon futur mari m'avait porté le brin de muguet. Magnifique. Oui, comme si c'était hier. Je me rappelle, bien sûr, oui. Et donc, j'étais montée faire la connaissance des parents de mon mari. Et puis après, j'étais redescendue le soir ou le lendemain, je ne sais plus. Voilà, oui, ça m'avait paru tout à fait différent de ce qu'il y avait chez moi, disons. C'était parce que moi, j'étais élevée, c'était une autre vie que là. On était beaucoup plus... Dans un cadre plus strict. Oui. Vous savez, je suis de parents qui étaient grecs. Oui. Donc, il y avait une certaine rigueur. Oui, une rigueur, oui. Et pourtant, chose bizarre, la première fois que ma maman est venue à l'île du Levant, j'ai été surprise parce qu'elle n'a pas du tout été choquée de voir les gens nus ni rien, pas du tout. Moi, je lui avais dit, mais maman, ça te fait quelque chose ? Elle m'a dit, non, pas du tout, moi, ça ne me dérange pas. Elle s'est mise nue ou pas ? Non, elle était déjà âgée, ma oui. maman. Oui. Et oui, elle avait 45 ans. Elle était déjà, donc, quand je me suis mariée, elle avait presque 70 ans. Mais vous avez fait venir votre maman sur l'île du Levant. Ma maman, mes frères, ma sœur, mon oncle et ma tante qui m'ont élevée. Toute la famille est venue. Et personne n'a été choqué par la nudité, personne. Comme quoi. Mais je pense qu'en fait, on se fait un monde avant de venir au Levant. Et finalement... C'est ça. Mais moi non plus, quand je suis venue, je n'ai pas été choquée du tout de voir les gens nus. Ça me choquait pas du tout. C'est bizarre parce que des fois, on croit qu'on va être... Je pense que c'est ce qu'on s'imagine avant de venir, je pense. Oui. Bon, merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci à Robert et Marie-Jacqueline d'avoir remonté pour nous près de 70 ans de vie insulaire. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.